Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé, aujourd'hui il n'y aura pas d'épisode de Phototips, en revanche on va parler de la Blackmagic Cinema Pocket 4K et c'est la caméra qui est en train de me filmer à l'heure actuelle. J'en avais déjà parlé dans la vidéo où je présente tout mon matos, mais là je vais vraiment parler plus en détail de la caméra. Si vous avez déjà vu la vidéo, je vais peut-être me répéter un petit peu souvent, désolé pour vous. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner au compte Instagram, c'est là où vous pouvez voir toutes les nouveautés et les infos exclusives que je peux pas faire ici. L'intro est déjà assez longue comme ça, on passe à la vidéo. Bon, alors pour bien commencer cette review, on va commencer par un unboxing du coup. Donc déjà quand on l'ouvre, on voit ça. Donc il y a une petite batterie qui va nous servir pour plus tard. En vrai, elle va pas vous servir énormément solo, il va falloir en acheter d'autres, mais bon, elle sert quand même. Juste là, on a un panel d'adaptateurs pour les prises de différents pays par exemple. C'est vraiment super pratique en vrai, même si j'ai pas forcément eu l'occasion de les tester parce que je vais pas dans les autres pays. Là, on a le petit carton de remerciement pour avoir acheté la caméra. Il vous donne même un petit autocollant, c'est assez mignon. Et le truc qui est génial quand on achète cette caméra, c'est qu'on a DaVinci à vie et payant. Parce que Blackmagic font des caméras qui sont optimisées pour DaVinci justement. C'est quand même plutôt sympa de nous mettre une licence gratuite. Et après, on a l'alimentation de la caméra, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, on passe à la partie du dessous, celle qui nous intéresse en fait, c'est là où il y a la Blackmagic du coup. On remarque donc que le packaging est assez épuré, il n'y a pas grand chose dedans. Enfin bref. Parlons bien, parlons chiffres, cette caméra vaut 1300 € pour un modèle neuf. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même moins cher qu'en iPhone les gars. Bon après, 1300 balles c'est le prix du boîtier nu. Donc oui, il va falloir rajouter des éléments. Et ouais. Ce qu'on remarque en premier sur cette caméra, c'est son énorme écran LCD tactile. Il fait vraiment la taille d'un moniteur, c'est vachement drôle. En tout cas, il est très cool parce que c'est justement très accessible pour la prise en main. Le seul point négatif de cet écran, c'est qu'il n'est pas orientable. Donc on peut déjà rajouter un moniteur à la liste d'achat parce que pour les plans au sol, en réalité, on voit rien. Et on va continuer avec cette face-là de la caméra. Donc 6 boutons de contrôle sont présents à côté de l'écran. Le premier bouton, honnêtement, c'est un peu pour les flemmards, ça permet de régler le diaph automatiquement. C'est pas vraiment comme les ISO auto parce que en réalité, on est obligé d'appuyer sur le bouton. Et en fait, juste ce bouton, il va servir à régler votre exposition correctement de manière automatique en réglant le diaph. Bon, du coup, ça sert pas vraiment à grand chose à part vérifier si votre image est bien exposée ou non. Ça peut toujours être utile et c'est un outil qui est sympa. Juste en dessous, on a le bouton de l'autofocus. Alors c'est un autofocus, hein, pas un follow focus, faites attention. Là-dessus, on n'a pas de système de tracking, donc c'est vraiment juste un bouton qui sert à la reprise de points. Par contre, là où je trouve ça cool, c'est l'application. Depuis l'application, on peut gérer le focus si la caméra est connectée en Bluetooth. Donc en gros, il vous suffit d'avoir un moniteur et un téléphone ou un iPad pour pouvoir gérer votre point, et paf, vous venez d'économiser un Nucleus à 400 balles. L'application coûte 7 € environ, et je trouve que c'est plutôt honnête pour tout ce qu'on peut en faire. Vous pouvez gérer tous les paramètres, ou du moins presque tous, depuis l'application. On peut regarder les ISO, les diaph, la vitesse d'obturation, et les modifier. On peut lancer un rec, l'arrêter, reprise de points, donc vraiment ça fait des énormes économies. Bon, revenons à nos boutons et juste en dessous il y a le bouton HFR. Donc HFR c'est l'anagramme de High Frame Rate. En français c'est cadence d'image élevée et ça sert à augmenter votre nombre d'images par seconde pour avoir de beaux ralentis. Ça c'est vraiment si je dois vous résumer vite fait. En dessous on a une petite loupe et ça va vous servir à agrandir votre image pour pouvoir faire le point plus précisément. En tout cas, ça ne va pas vous changer de focale ou vous zoomer numériquement l'image, c'est vraiment juste un outil pratique. Ce bouton-là, il sert tout simplement à ouvrir le menu avec les réglages de l'appareil, et celui d'en dessous, c'est pour visionner vos rushs. On peut d'ailleurs choisir comment visionner les rushs, sur la même timeline ou individuellement. C'est là que l'écran LCD gigantesque est super utile parce que du coup, on n'a pas besoin de se péter les yeux sur un écran tout petit. On en a fini sur cette face-là, on passe à celle du dessus. Alors bien sûr, le bouton on-off, et juste à côté, on a 3 boutons de fonction qui sont réglables. Alors ces boutons là vous pouvez les paramétrer depuis le menu. Par exemple, désactiver ou activer le picking, afficher des repères de cadre ou enlever et remettre le false color. Oui, il y a un false color sur cette caméra, c'est assez dingue pour 1300 balles quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas le false color, c'est un outil qui vous sert à déterminer si les éléments de votre image sont bien exposés. Alors très honnêtement, je connais pas assez bien le false color pour vous dire à quoi correspondent les couleurs. En tout cas, je peux vous mettre les correspondances juste ici. Continuons avec nos boutons. Juste au-dessus des boutons de fonction, on a 3 raccourcis qui sélectionnent les ISO, le shutter speed et la balance des blancs. En fait, ça vous évite juste de cliquer sur l'écran et après vous bougez avec la molette. Molette qui est juste ici d'ailleurs. Il faut savoir que la molette par défaut est reliée au diaph. Cette partie-là de la caméra, elle est assez utile, ça vous fait gagner du temps et de l'ergonomie. Pour continuer, on a 2 boutons rec, pourquoi pas ma foi. Et enfin, le truc qui doit attiser un peu votre curiosité depuis le début, le bouton photo. Alors oui, cette caméra prend aussi des photos. Il faut quand même savoir que c'est pas vraiment sa fonction première. Perso, je l'utilise pour faire des pack shots, pour pouvoir faire des images de référence par exemple. Ça peut vous être super utile si vous êtes dans la conception d'une fiction, ou par exemple vous avez besoin de faire des tests. Vous pouvez prendre directement une photo au lieu de faire un screen pour le mettre dans votre storyboard. Bon, pour le coup, la face avant, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement.
Là vous avez une petite LED qui s'allume quand vous lancez le rec. Là on a deux micros complètement éclatés parce que les ventilateurs sont très proches de lui. Et bien évidemment le truc qui va le plus vous saouler, c'est la monture micro 4/3. Très honnêtement, vous allez vraiment galérer à trouver des objectifs compatibles et qualitatifs. Moi j'utilise des Sigma pour l'instant, mais pour évoluer je vous conseille quand même de prendre des bagues d'adaptation, c'est quand même beaucoup plus pratique. Faites d'ailleurs attention si vous achetez une bague d'adaptation, parce que du coup il y a moyen que l'électricité ne passe pas dans l'objectif vu qu'il n'est peut-être pas compatible avec la bague. Enfin bref, maintenant on passe sur les côtés. Alors, dans la poignée, vous avez un emplacement pour une carte SD et une carte CFast. Jusque là tout va bien, rien d'anormal. En fait, c'est même plutôt cool de pouvoir mettre une CFast, mais ça dépend vraiment de ce que vous préférez utiliser. Sur l'autre côté, on a plein d'écritures. Alors, c'est pas seulement des écritures, si on ouvre, on a les connectiques juste derrière. Donc on a deux entrées mini jack pour le casque et le micro. Bon, je pense que ça on connaît tous. En dessous, on a un port HDMI femelle pour un retour par exemple. Encore en dessous, on a l'alimentation de la caméra si on veut la brancher sur secteur. Encore à côté, on a un port USB-C femelle pour brancher un disque dur SSD. Donc ça peut venir remplacer vos cartes SD ou vos cartes CFast. En tout cas, vous serez quand même beaucoup plus libre en ce qui concerne le stockage. Et enfin, ce truc-là, c'est pour brancher un mini XLR, donc un micro. Sur la face du dessous, on a le compartiment des batteries. Vous pouvez venir rajouter un rack de batterie en enlevant le cache. Très honnêtement, plus d'autonomie, on va pas cracher dessus étant donné qu'une batterie en général ça tient pas plus d'1 heure. Bon et bien sûr le pas de vis pour monter le boîtier sur un trépied ou sur un Ronin, en fait peu importe. Il y en a d'ailleurs une au dessus également pour pouvoir accrocher un peu ce qu'on veut. On en a fini avec la partie purement hardware, maintenant qu'est-ce qu'elle a de si incroyable en termes d'image ? Alors l'interface, j'en avais déjà parlé, c'est la même que dans la Blackmagic Mini Ursa et elle est vraiment super simple à prendre en main. Quand on va dans le menu, la première chose qu'on voit, c'est cette fenêtre. Donc cet onglet enregistré, il va vous permettre de gérer tout ce qui est en rapport avec vos prises de vue. Donc la résolution passe de 4K à HD en BRAW et pour le ProRes, on peut simplement tourner en 4K, Ultra HD et HD. Faut faire attention avec la HD parce que si vous l'utilisez, vous allez en fait changer de focale vu qu'une plus petite partie du capteur est stimulée. Alors oui, ça vous titille les yeux, il y a bien marqué anamorphique, hein, c'est absolument incroyable. Et en fait ce paramètre là, il va venir vous compresser l'image sans forcément avoir besoin d'un objectif anamorphique. Donc depuis cet onglet, vous pouvez aussi gérer les formats d'enregistrement, donc votre débit, la plage dynamique, le support d'enregistrement, et vous avez même une sécurité qui coupe votre rush s'il est erroné ou s'il manque des images. Cette sécurité, on peut faire en sorte qu'elle nous fasse pas chier en appuyant sur juste alerter. C'est quand même toujours bien de la mettre parce que si votre rush est erroné et qu'il vous alerte et que vous continuez quand même de tourner, en fait, votre rush il reste erroné. Et donc en post-production, du coup, vous vous retrouvez avec un rush erroné. Et du coup, c'est pas beau quoi. Voilà. Dans l'onglet suivant, on a tous les paramètres en rapport avec le moniteur. Donc pensez bien que si vous voulez modifier des choses sur l'écran de la caméra, il faut rester sur le LCD. Le HDMI, c'est pour les moniteurs externes. Donc voilà, c'est assez classique, on peut gérer le zebra, le picking, le false color, les grilles, les luttes. D'ailleurs les luttes, on en revient après, vous inquiétez pas. On a aussi la possibilité de la compression anamorphique, comme je vous disais tout à l'heure. Pour une caméra à 1300 balles, très honnêtement, c'est quand même vachement bien. Donc c'est là aussi où vous pouvez venir régler vos repères de ratio et personnaliser tous vos outils, couleurs, sensibilité, etc. Je vous conseille de faire ça en premier quand vous la déballez, comme ça après c'est bon, vous y touchez plus. L'onglet audio à côté, très honnêtement, je l'ai vraiment jamais touché. Parce qu'en général, sur mes tournages, je prends déjà pas beaucoup de son, et si je prends du son, c'est certainement pas avec cette caméra. Alors après, je dis pas, vous pouvez brancher un micro dessus sans aucun problème, ça fonctionne. En tout cas, moi je préfère rester sur des sources d'enregistrement externes. Pour l'onglet réglage, ça va être tout ce qui est en rapport avec l'ergonomie. Donc c'est là où vous pouvez régler tous vos boutons raccourcis et programmer la mise en veille et la gestion des clips dans le visualiseur. C'est aussi dans cet onglet qu'on peut calibrer l'appareil. En ce qui concerne les deux derniers onglets, c'est vraiment de la personnalisation pure et dure. Vous pouvez enregistrer vos pré-réglages et importer des luttes pour voir le rendu presque final de vos rushs. Vous avez bien évidemment la possibilité de l'enlever ou de la remettre. Moi j'ai mis cette option là dans les raccourcis. C'est honnêtement super pratique pour pouvoir voir le RAW et la lutte sans forcément se casser la tête. Maintenant qu'on en a fini avec la description pure et dure, je vais vous conseiller sur quoi acheter pour que ça soit un bon outil sur le terrain. Bon déjà sans objectif on va pas aller super loin donc voilà. Ça c'est des objectifs monture micro 4/3. Sigma Contemporary 16 et 30 mm mais vu que le crop factor est d'environ 1,58 ça vous fait des focales qui sont légèrement plus grandes. Donc ils sont plutôt cool, pas chers et assez légers. Le seul défaut c'est le focus manuel. Enfin du coup semi-manuel, étant donné qu'on peut les contrôler depuis l'application. Et d'ailleurs en fait il y en a plein d'autres en monture micro 4/3, mais ce qui est un peu énervant c'est qu'en général c'est justement des objectifs qui sont un peu bas de gamme. Après le point positif c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de dépenser 1000 balles à chaque fois que vous achetez un objectif. Le deuxième essentiel c'est le stockage. Parce que c'est pareil, vous n'allez pas aller super loin sans ça. Perso je vous conseille ce genre de carte, si vous n'avez pas trop le budget ça fait bien le taf. Mais faites attention si vous achetez des cartes moins performantes que celle-là, ça peut peut-être vous causer des problèmes d'enregistrement, notamment des rushs erronés. Donc la référence c'est une carte SD Extreme Pro de chez SanDisk.
C'est une V30 de 128 Go et 200 MBS. Vous pouvez bien évidemment prendre une 16, une 32 ou une 64 Go, mais assurez-vous que c'est bien une V30 200 MBS. D'ailleurs j'ai testé et ça marche aussi avec une V10, mais bon, c'est un peu plus ghetto j'ai l'impression. Bon alors niveau batterie du coup je l'ai déjà dit mais je le redis, j'utilise un rack de batterie. Ça coûte vraiment la peau du cul mais c'est quand même assez pratique, il faut se l'avouer. Sur Blackmagic vous allez en trouver à plus de 200 balles, mais moi je vous conseille celui-là de chez Neewer et il a coûté 80 € sans les batteries. Pour le coup il fait vraiment bien le taf. Vous avez également la possibilité de mettre une batterie V-Lock mais bon voilà c'est pas le même prix en fait. Bon niveau stabilisation c'est quand même assez compliqué mais bon vous commencez à être un peu habitué avec la débrouille. Je vous avais déjà présenté mon Ronin M dans la vidéo précédente et c'est vrai que c'est un très bon stabilisateur. Après en fait le truc c'est que les dimensions de la caméra sont assez atypiques. En fait en largeur elle ne passe juste pas sur la nacelle. Donc pensez bien à vérifier la taille de votre nacelle avant d'acheter un Ronin. A cause des dimensions c'est vraiment une galère à équilibrer parce qu'elle n'est pas du tout symétrique. En termes de poids ça va, le boîtier ne pèse que 722 grammes. Donc avec un objectif on monte entre 1 à 2 kg. Honnêtement ça passe plus ou moins partout. Mais vraiment gardez bien en tête les dimensions bizarres parce que ça passe peut-être en termes de poids. En tout cas pour équilibrer c'est un enfer. Bref, pour le coup un Ronin M c'est cool mais pour le coup c'est pas super ergonomique. On peut rien gérer depuis les poignets, c'est lourd, c'est gros. On peut pas le poser par terre sans son pied. Et en plus de ça, celui que j'ai, il est super long à la détente parce qu'il est vraiment super vieux. Et du coup, cette caméra, elle mérite quelle note? Pour ce qui est de la qualité vidéo, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Alors pourquoi 8 sur 10 alors que depuis le début, je dis qu'elle a une qualité de vidéo exceptionnelle? C'est vraiment parce qu'elle est pas bonne en basse lumière. Parce que les ISO natifs sont à 1250 ISO et si on dépasse ça, ça fait du grain et beaucoup de grain. C'est vraiment la seule raison pour laquelle je baisse la note de 2 points parce que sinon le reste est quasiment irréprochable. Le RAW est franchement incroyable, la qualité d'image après étalonnage aussi. Vraiment je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est quand même une caméra de cinéma. Il y a déjà des films qui ont été tournés avec, bon je sais pas vraiment lesquels mais en tout cas je sais qu'il y en a. Quoique c'est peut-être pas avec la 4K, c'est peut-être plus avec la 6K. Mais en tout cas il y en a qui ont été tournés avec. En termes de prise en main je lui ai mis 10 sur 10 parce que très honnêtement en fait tout est clair. On n'a vraiment pas à chercher dans les réglages pour trouver ce qu'on veut. Je parle pour le cinéma par contre parce que pour la vidéo elle est un peu plus chiante à prendre en main. En tout cas pour mon utilisation personnelle c'est clairement un 10 sur 10. Et là où ça pêche c'est l'ergonomie et la praticité sur le terrain en fait. Pour cette catégorie je lui ai mis 5 sur 10 de par ses dimensions déjà qui sont vraiment très atypiques et très énervantes. Là je parle vraiment pas que pour l'équilibrage du Ronin. Parce que là pour le coup j'ai l'impression que Blackmagic se prend un peu pour Apple et il impose tout simplement ses formats et ses propres accessoires. On va avoir un peu du mal à trouver ce qu'on veut si on va pas directement sur le site de Blackmagic, c'est un peu compliqué d'accès. Et puis c'est sans parler de la monture micro 4 tiers qui est vraiment pas très avantageuse honnêtement. Cette monture réduit quand même nos choix d'objectifs considérablement. Ou alors il faut partir sur une bague d'adaptation comme je l'ai dit durant la vidéo, mais ça aussi ça coûte une couille. En termes de praticité sur le terrain, c'est vrai qu'elle peut être un peu capricieuse. Et c'est pour ça que comparé à un Sony A7 III par exemple, même si j'aime pas du tout ce boîtier, il faut avouer que c'est quand même plus pratique. Parce qu'aujourd'hui la plupart des caméras ou des appareils photo hybrides possèdent plus ou moins tous un écran LCD orientable. Par contre comparé aux autres écrans LCD, pour le coup lui il est vraiment énorme donc c'est vrai que ça lui rajoute des points. Si on fait une moyenne de tous ces résultats, ça lui donne une moyenne de 7,67 sur 10. En vrai c'est pas dégueu quand même. Mais il faut quand même avouer que c'est pas super pratique sur le terrain, par exemple si on filme des événements. C'est vraiment plus une caméra qui est dédiée pour la fiction, parce que c'est quand même mieux de prévoir les plans qu'on va faire avec celle-ci et le matériel qu'on va utiliser. Enfin bref. Je pense avoir fait plus ou moins le tour. Bien évidemment, les conseils que je vous donne ne sont pas forcément les mêmes pour quelqu'un qui n'utilise pas pour les mêmes raisons. Par exemple, il y a vraiment plein d'accessoires que je n'ai pas encore. Il me manque un moniteur, une cage, un disque dur SSD, une softbox, des poignées supplémentaires et encore un filtre ND. En fait, globalement, c'est tous les éléments pour construire un rig. Après, j'espère quand même vous avoir donné un petit peu envie d'acheter cette caméra parce qu'elle est vraiment géniale. Je considère vraiment pas tout savoir sur cette caméra. Moi, je vous donne juste mon retour par rapport au produit. Après c'est vrai que je suis pas très objectif avec cette marque étant donné que je l'aime beaucoup. En tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai certainement d'autres reviews. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner, ça soutient la chaîne, c'est cool et c'est gratuit. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao.